On vous distribue toujours la pizza après le match ou pas? Ouais, toujours, ça c'est obligatoire, ça c'est le cheat meal obligatoire après le match. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur de vous retrouver. Comme d'habitude, le petit like, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir parce qu'aujourd'hui, on reçoit un invité de marque. Évidemment, il y a Xavier, évidemment, il y a Thomas. Bonjour les gars. Mais surtout, il y a monsieur Mathis Servet dans la maison. Bonjour à tous. Ça fait plaisir, vraiment. Ouais, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bienvenue. Ça fait longtemps aussi que, à titre personnel, je souhaite t'inviter. Ça fait longtemps qu'on en parle ensemble. Et puis, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble pour parler d'un championnat que tu connais bien. Puis en plus de ça, toi, on va dire, on le rappelle, hein, t'es joueur de Malines. Tu connais ce championnat, mais en plus de ça, tu l'affectionnes. Ouais, non, c'est vrai, j'apprends à le connaître, on va dire, parce que là, ça va faire une quinzaine de matchs que je suis là. Mais c'est un championnat que j'affectionne parce que ça joue au foot, c'est plus technique que quand j'étais en D1B, donc ouais, non, c'est vrai que j'aime bien pour le moment. Est-ce qu'on peut dire que tu es un fan de la JPL? Est-ce que c'est genre un championnat sur lequel, par exemple, quand tu étais petit, tu t'attardais, tu regardais, etc.? Ouais, moi j'ai toujours regardé le foot belge quand j'étais petit, donc c'est sûr que c'était un rêve de jouer en D1, mais voilà, pour le moment je suis là, je fais mon maximum et j'espère que ce sera pas ma dernière étape. Bah ouais, ça se passe bien. Plus Thomas, t'as beaucoup connu, lui du côté du Club Bruges. Voilà, je l'ai tout appris, comme il dit. Du Club Next. Bah oui, vous avez peut-être des histoires en commun, Thomas. On a travaillé ensemble parce que moi j'étais dans les réseaux, la communication du côté du Club de Bruges et plus spécialement Club Next, donc je faisais tous les déplacements et les matchs à domicile du club et il faisait partie de cette sélection-là à l'époque, donc non, j'ai vécu mes premiers pas dans le monde pro aussi à Bruges à ses côtés, donc c'était une excellente aventure. Et si tu devais définir Mathis en non-adjectif, un qualificatif, quelque chose qui le résume bien sur tous les moments que vous avez passés ensemble dans le club de Bruges? Je pense que c'est un faux discret. C'est quelqu'un de discret, mais il peut très bien s'exprimer, surtout sur le plan footballistique. C'est un joueur qui se démarque sur un terrain, alors que quand on le voit en vrai, dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très discret et très timide. Ouais. Mais sur le terrain, il est pas timide du tout. Non, c'est clair. Sur le terrain, t'as une autre personnalité qui se révèle, c'est comme ça que ça se passe? Ouais, non, après, c'est sûr que sur le terrain, il faut s'imposer, sinon tu touches pas la balle du match. Donc c'est vrai que je suis une personne assez calme en dehors du terrain, mais une fois que j'arrive sur le terrain, voilà, il faut switcher et se mettre en mode un peu patron, quoi. Alors du côté de Malines, il y a une grande question qui a notamment été posée aux différents journalistes et puis surtout qui a été débattue avec les supporters et l'entraîneur, ton entraîneur Fred Van Der Biest, c'est ton positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tu t'épanouis beaucoup dans cette position de numéro 10, on voit que tu prends du plaisir à jouer dans un rôle de créateur, mais en même temps, parfois, c'est notamment Fred Van Der Biest qui l'a dit, tu pourrais devenir le meilleur piston de Belgique. Ça, c'est des choses qu'il a dites. Comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à ça? Si tu dois parler vraiment honnêtement, comment toi, tu ressens les choses? Voilà, c'est où est-ce que tu vois ton avenir sur le terrain? Mon avenir, je sais pas, mais après, voilà, c'est lui qui il me fait confiance à 100%. Et il sait que, voilà, j'ai les qualités pour jouer aux deux postes. Et le plus important, voilà, c'est qu'il me mette sur le terrain. Donc, que ce soit en 10 ou à gauche, voilà, j'essaie de faire mon maximum. Après, voilà, on va dire que j'ai un bon profil pour jouer sur le wingback parce que voilà, j'ai un gros volume de jeu, je sais courir, je peux envoyer des bons centres. Et en 10, voilà, j'ai la qualité avec ma vista pour créer des occasions, marquer des buts. Donc ouais, pour moi, le plus important, c'est que j'ai du temps de jeu et qu'il me fasse confiance aux deux postes, voilà, c'est top. Et tu penses que ton potentiel, parce que moi je veux vraiment centrer sur ça après, il est mieux exploité dans cette position de 10 ou dans une position sur le côté? Comment est-ce que toi, toi-même, tu te perçois à l'avenir? Moi, j'ai toujours joué en 10, donc c'est sûr que j'ai plus de repères en 10, j'arrive plus à, on va dire, exploiter mes qualités en 10, mais on sait que voilà, wingback, c'est un poste qui est beaucoup demandé maintenant dans le foot parce qu'il y a très peu de profils, donc si je peux faire une grande carrière en wingback, je vais faire mon maximum pour la faire aussi. Donc, il n'y a pas de... Ouais. Que ce soit en 10 ou en wingback, le plus important, c'est que je joue, quoi. C'est intéressant parce qu'on sent que tu as quand même une affection pour cette position du numéro 10, un rôle de numéro 10 qui aujourd'hui n'est plus vraiment à la mode. Hein. Le football moderne a tendance à oublier cette position de milieu offensif.
Donc forcément, moi je me pose aussi la question de est-ce qu'on veut pas à chaque fois réglementer, formater des types de profils pour se dire voilà aujourd'hui il est peut-être plus efficace dans le collectif sur ce côté-là, mais peut-être que toi aussi ton kiff c'est justement incarner cette position de numéro 10. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attriste toi de voir qu'il y a plus vraiment de créateurs aujourd'hui dans les stars du football? Il y a encore des exceptions à la Ryan Cherky. Il y en a une qui va bientôt prendre sa retraite. Évidemment, il est toujours là, mais on parle de Kevin De Bruyne. Et tu vois un peu cette raréfaction du numéro 10. Ouais, c'est vrai, on perd un peu de magie, tu vois, il y a moins de spectacles. Et maintenant, on appelle souvent les 10 comme des pockets, tu vois, c'est plus vraiment des 10. Et donc, ouais, c'est pas vraiment triste, mais c'est sûr qu'on perd un peu de spectacle parce qu'il y a moins de magiciens sur le terrain, comme il y avait, on va dire, à l'époque. Et ouais, de plus en plus de coachs essayent un peu de changer de dispositif, et la plupart des dispositifs, il y a plus de numéro 10, donc c'est dommage. C'est qui tes idoles? C'est qui t'a fait rêver, toi, plus jeune? Moi, c'était Mesut Özil. Ok. Ah bah voilà, on est clairement dans le rôle de 10, là. Ouais, c'était mon joueur préféré. Chaque fois que j'avais un match, avant le match, je regardais ses highlights, ses vidéos, et lui aussi, c'était la classe, gaucher, élégant, donc un peu comme moi. Donc. Très technique, ouais. Ouais, et puis la qualité de Mesut Özil, elle était extraordinaire dans le scanning. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de matchs à Arsenal où il regarde le ballon, mais en fait, il sait déjà où est-ce qu'il va mettre le ballon, mais le processus mental du défenseur ne va pas du tout là où lui il veut aller. Et parfois, tu as des passes comme ça qui sont quasiment en angle mort, qu'il va aller trouver sur un effet de génie incroyable, quoi. Ça aussi, c'était Mesut Özil. Ouais, c'était la classe. Il pensait avant le défenseur, c'est ça qui faisait la différence, parce qu'il n'était pas très rapide, mais dans ses mouvements, il allait plus vite parce qu'il pensait avant le défenseur, c'est ça qui faisait la différence. Dis-moi, Mathis, toi, tu t'en es où par rapport à ton potentiel? Tu penses que ta marge de progression, elle peut te conduire où dans ton jeu, dans ce que tu proposes, etc. Par rapport à ta carrière, tu te situes où là en ce moment? Je pense que voilà, je me mets pas vraiment de limite. Je sais que j'ai encore beaucoup d'étapes à passer si je veux aller au plus haut niveau, mais je me mets pas de limite. Je pense que il faut que je passe étape par étape. Je pense que comme je le fais pour le moment, il faut faire les bons choix, c'est surtout les choix de carrière qui vont être importants. Et voilà, je pense pas qu'il faut se mettre de limites. J'ai des progrès à faire, c'est sûr. Je pense que physiquement, dans la manière de jouer, je dois encore jouer beaucoup plus vite. Et c'est des étapes à passer pour faire encore un plus gros transfert. C'est marrant qu'ils disent jouer un peu plus vite parce que je pense automatiquement à la première action du match face à Westerlo, ta passe sur l'Oberbach, elle devait être donnée beaucoup plus vite. Je pense que à ce moment-là, il aurait pu marquer. Mais c'est bien, au moins on a un exemple et tu vois clair dans ce que tu peux devenir à l'avenir. Elle est là la marge de progression, la rapidité d'exécution? Ouais, bah, c'est ça qui fait la différence. Je pense que quand on regarde un match de Ligue des Champions ou un match de Première Ligue, la vitesse de jeu est beaucoup plus rapide qu'en Belgique et oui, c'est un niveau technique plus haut, et donc c'est ça qui fait la différence entre la D1 belge et la Première Ligue, par exemple. Ouais, c'est clair. Xavier, par rapport à Mathis, toi tu le vois progresser effectivement depuis qu'il a forcément fait de très très bonnes saisons du côté de Beveren, mais également du côté du Club Next. Comment tu juges sa progression des matchs que tu en as vus? Bah, je trouve qu'elle est quand même assez continue, et je vois pas, enfin pour moi, je n'avais pas trop vu de palier où il stagne, tu vois. Enfin, t'es arrivé à Beveren, au début tu galères un peu à avoir du temps de jeu, puis t'as commencé à avoir tout le temps de jeu, t'as fait ton trou, à transfert dans un club milieu de classement D1 belge où t'as ta place, directement t'as commencé à jouer, je pense à 1 ou 2 entraînements t'as directement joué, t'es tout le temps titulaire, et tout doucement tu prends plus de place dans l'effectif aussi, que maintenant tu peux même jouer wingback, alors que de base tu jouais plus dans l'axe. Donc je pense petit doucement, à force de monter comme ça, à mon avis, je pense que après tu pourras peut-être aller dans un club qui joue le haut du tableau en Belgique et continuer ta progression comme ça, mais je pense que pour le moment, tu montes en puissance de mois en mois, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ce que Xavier dit est très intéressant, dans le sens où ta progression est vraiment linéaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé avec ton entourage? Est-ce que c'est une réflexion, notamment avec ton papa, etc., de vraiment faire step by step, ou ne pas brûler les étapes? Parce que moi, à titre personnel, je le sais, il y avait des clubs italiens qui te voulaient avant, quand tu étais à Beveren. Il y avait une possibilité pour toi de partir à l'étranger. Pourtant, tu as fait pour moi un choix qui est très linéaire par rapport à ta progression. C'est-à-dire que t'as pas tout de suite voulu passer l'étape. Est-ce que c'est une question de j'ai pas envie parce que j'ai pas encore assez confiance en mon football que pour pouvoir montrer et réaliser, ou alors c'est juste je sais où je veux aller et j'ai confiance, et après derrière je sais que je vais passer les étapes naturellement? Ouais, non, je pense que c'est comme ça, c'est comme je l'ai dit, c'est étape par étape, il faut
faut pas vouloir aller trop vite. Et après, comme tu dis, j'ai un entourage assez droit et qui sait me remettre aussi la tête sur les épaules. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait que la progression est assez linéaire et c'est vraiment étape par étape, pas aller trop vite, pas vouloir se brûler les ailes. Et pour le moment, ça se passe très bien. Donc, j'espère que ça va continuer comme Après, son rêve, c'était de jouer en Pro League. Donc, si Malin est arrivé, je pense qu'il a direct voulu signer. Ouais, non, ça c'est sûr. Après, j'y avais déjà pensé aussi en début de mercato parce que j'avais eu quelques contacts avec Malin. Mais eux, voilà, ils voulaient pas m'acheter pour me mettre, on va dire, un peu sur le banc. Surtout qu'il y avait Rob qui était encore à Malines. Et par contre, dès que Rob a signé à l'Union, là, ils m'ont appelé. Et pour moi, c'était feu vert et c'était le club parfait pour moi. Dernier vainqueur, plutôt finaliste d'une Coupe d'Europe en 88, le KV Malines. Donc ça reste quand même un club historique aussi. Faut quand même rendre son laurier à ce club de Malines. Forcément, Mathis, tu vas pas m'en vouloir de poser la question, mais moi je veux comprendre pourquoi, selon toi, t'as pas réussi à Bruges. Pourquoi? Ouais, c'est une question un peu difficile parce que voilà, c'est des choses qu'on peut pas vraiment parfois gérer. Après, je pense que on va dire que j'ai pas fait le maximum que je pouvais faire, je pense, dans la mentalité. Après, j'étais jeune, voilà, j'avais 15-16 ans, je venais de signer mon premier contrat pro. Moi, j'étais un peu aux anges. Et donc, on va dire que le travail, je l'ai mis un peu de côté. Mais je pense que voilà aussi le club n'a pas cru en moi, je pense, à 100%. Même si moi, de mon côté, j'ai pas fait les choses à 100% non plus. Donc, à partir d'un moment donné, pour moi, c'était le moment de switcher, quoi. Il y a une responsabilité partagée, alors, sur ton... Ouais, je pense que moi, j'ai eu des torts. Après, le club a eu des torts aussi, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on peut plus changer, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand j'entends parler de toi, la première fois que j'entends parler de toi, j'entends parler de toi à Bruges, et on me dit, dans les prochaines grosses pépites qui vont arriver dans le championnat belge, il y a Mathis Servais. Tu vois, et quand on parle de pépites, on parle de ces joueurs qui sortent du centre de formation, qui réussissent dans l'équipe première duquel ils sont issus et qui explosent. Et donc, à un moment donné, Bruges avait vraiment une très grande croyance en toi. Et puis, formellement, t'as quand même fait des matchs où t'as prouvé en Challenger Pro League que t'as marqué ton empreinte et que t'étais capable d'avoir le niveau. Et pourtant, derrière, ça n'a pas suivi dans la direction du club de Bruges. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire pour pouvoir te donner je dirais, suffisamment de temps de jeu dans l'équipe première. Moi, je pars du principe que si tu avais eu ces petites minutes de temps de jeu dans l'équipe première, peut-être que tu te serais mieux acclimaté, peut-être que tu aurais même progressé plus vite que là où tu as dû, et tu l'as fait très intelligemment, ça a pris plus de temps, mais tu es quand même arrivé en Jupiler Pro League. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, et puis le truc, c'est que j'ai été une fois sur le banc en Europa League quand j'avais 16 ans. Après, c'était un peu dû au Covid, il y avait beaucoup, je crois, il y avait une dizaine de joueurs qui étaient absents, donc c'est un peu dû au Covid que j'ai été là. Mais suite à ça, j'ai plus jamais été une seule fois, même ne serait-ce qu'une fois sur le banc, alors que j'avais fait quelques belles performances. Et après, je dis pas que j'aurais dû être titulaire ou, enfin, j'ai jamais dit ça, mais rien qu'une petite place sur le banc, ça m'aurait fait plaisir, ça m'aurait encouragé justement à, ok, là ils me font confiance, on va travailler pour justement gratter des minutes et tout ça. Mais ça s'est pas passé, donc voilà, il était temps pour moi de prendre une nouvelle étape, quoi. Tu sentais que tu avais un gap de différence aux entraînements, ou tu pensais que tu tenais le coup dans le rythme, dans l'intensité, dans les échanges, quand ça sifflait à l'entraînement, qu'il y avait des consignes, etc. Tu tenais le rythme ou tu pensais qu'il y avait quand même un petit gap de différence? Non, je pense que, enfin, si tu peux demander à tous les gens qui étaient au club, quand j'étais à l'entraînement, je suivais, je pense que j'avais une très bonne relation avec les cadres de l'équipe première. C'est aussi parce que à l'entraînement, ça se passait bien pour moi. Donc, je pense que la différence de niveau, c'est sûr que j'avais encore beaucoup d'étapes à passer. Mais je pense que j'arrivais à suivre. Donc, je pense pas que c'était à cause de ça que j'ai pas reçu vraiment ma chance. Thomas? Après, il voulait être numéro 10, mais à Bruges, t'as quand même Hans Zanaken en 10. Donc, concurrencer cette place-là, c'est quand même très compliqué. Je pense que ce qui lui arrivait du côté de Bruges, je pense que c'était le meilleur pour lui. Parce que je pense que s'il n'avait pas quitté Bruges, il n'en serait pas là aujourd'hui du côté de Malines. Enfin, je pense. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ouais, non, c'est sûr. Après, comme j'ai dit, c'est des trucs qui se passent dans la vie. On peut pas on peut pas revenir en arrière. C'est le destin. Et je suis content. Non, mais c'est intéressant parce que tu parles de responsabilité partagée, mais en même temps, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'a manqué. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi. Ouais, je sais pas, je pense que c'est surtout dans la mentalité que j'avais. Comme j'ai dit, j'étais jeune, j'étais pas le mec qui allait tout le temps en salle. J'avais pas la même mentalité que j'ai maintenant, donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait la différence.
Thomas, il rigole, je sais pas ce que ça veut dire. C'est ce que j'ai souvent entendu parce que t'as commencé ta phrase tout à l'heure en disant ouais, Mathis Avril c'est un jeune prometteur. C'est tout ce que j'ai toujours entendu aussi avant ton arrivée, parce que moi je savais déjà que t'allais arriver avant que tu signes officiellement, vu qu'on doit te préparer en com, etc. Et c'est vrai que par la suite, au fur et à mesure de la saison, j'entendais aussi, il fait pas assez d'efforts. On dirait qu'il est présent sans être présent. C'est des trucs que j'ai entendus c'est des bruits de couloir, mais il me les confirme aujourd'hui, donc c'est pour ça que je rigole. Ok, je comprends. Bah oui, c'est vrai que effectivement, comme quoi, tu vois, les premiers mois, les mois où on se sent un petit peu partir, un petit peu voler parce qu'on est dans les meilleures conditions, c'est sans doute ceux aussi qui sont les plus décisifs pour derrière faire l'étape, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, après, moi, j'avais l'école à côté. Dès que j'ai signé mon contrat pro, pour moi, l'école, c'était presque OK. Je laisse tomber, ça sert à rien. Ouais. Alors que, aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme, mais à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, OK, mon diplôme, il va me servir à rien parce que c'est bon, j'ai signé mon contrat pro et j'ai 15 ans et c'est tout pour le foot, quoi. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est que quand il y a des francophones qui réussissent au club de Bruges, ils restent pas longtemps. C'est peut-être pas nécessairement aussi, je pense, un centre de formation qui peut-être apaise les joueurs francophones, parce que regarde, forcément, Shams Sedine, il a fait quoi? Il a fait 6 mois excellents, il est parti derrière à Sunderland. On peut passer évidemment à Loïs Openda qui avait un conflit ouvert avec dis-moi. Bertaccini, je pense à lui non, aussi. Bertaccini aussi, mais Bertaccini était passé par Bruges également. Ouais, passé par Bruges. Là, tu vois, j'étais pas au courant. Je pensais évidemment au conflit entre Clément et Loïs Openda qui avait été très très compliqué. Toi, t'as jamais souffert de ce côté chou francophone à Bruges? Non, après moi, directement quand je suis arrivé, je crois je parlais pas un mot de néerlandais. Ouais. Et pourtant, 3 mois après, je parlais couramment et donc ça a facilité aussi l'adaptation et aussi le dialogue avec les gens. Moi, je parlais tout le temps néerlandais, même si eux me parlaient en français, je leur répondais en néerlandais par respect parce que voilà, je suis en Flandre et je parle néerlandais, quoi. Bah écoute, on va reparler maintenant de Malines, parce que c'est vrai que c'est une bonne saison quand même, hein. Il y a eu des matchs très importants, la victoire à Charleroi, je crois que vous avez gagné à Genk également, c'est vraiment des matchs très forts. Comment est-ce que tu juges la saison du KV Mechelen d'une manière générale et ta saison aussi pour le moment? T'es satisfait? Je pense que moi personnellement je suis satisfait parce que j'ai commencé tous mes matchs, je sors presque pas une minute, j'ai eu quelques statistiques même si je peux faire beaucoup mieux encore. Mais je pense que collectivement, on fait une excellente saison pour le moment. Je pense qu'en début de saison, si on nous disait qu'on allait être 6e à ce moment-ci de la saison, tout le monde aurait signé. Et je pense qu'il y a peu de gens qui attendaient vraiment Malines pour le moment avoir une place dans les playoffs 1. Donc je pense que collectivement, on est très bien. Même si il reste encore quelques matchs, on n'est vraiment pas sûr du tout d'être en playoffs 1. Donc c'est sûr que c'est l'objectif, on va en faire le maximum. Mais on est encore loin d'être dans les playoffs 1. Est-ce que ça se mentalise dans le vestiaire, cette volonté d'aller en play-off 1? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est un objectif conscient, réalisable dans votre esprit? Ouais, c'est sûr, on en parle pas tous les jours, mais c'est dans nos têtes parce que on y est presque, on est proche. Surtout que je crois que c'est la dernière année qu'il y a des playoffs, donc ce serait beau c'est la première fois que Malines sera en play-off 1 parce que c'est jamais arrivé, donc c'est sûr qu'on y pense et une fois que tu es dans les play-off 1, tu joues des super matchs, tu joues contre l'Union, Bruges, Anderlecht, tu joues des très beaux matchs, donc c'est sûr qu'on y pense. Il vous reste quoi à améliorer pour vraiment être certain de sécuriser cette position? Peut-être un peu de régularité? Ouais, régularité dans notre jeu, je pense surtout, parce qu'il y a des matchs où on arrive à bien dominer, je pense notamment à ce week-end contre Westerlo, et il y a des matchs où on n'arrive vraiment pas trop à faire le jeu, donc je pense que c'est ça qui fera la différence, et aussi être tueur devant les cages. T'es plus à l'aise, ou votre équipe, de manière générale, est plus à l'aise quand elle n'a pas le ballon ou quand elle doit construire le jeu? Nous, on est plus fort quand on n'a pas le ballon. Je pense qu'on l'a vu, certains matchs, le plus gros match, c'était surtout à Genk. Et c'est pour ça que c'est un point qu'on doit améliorer, parce que si on veut être dans les playoffs, on est obligé de savoir faire le jeu aussi. Donc on sait défendre, on sait souffrir, mais on peut faire le jeu aussi. Xavier, est-ce qu'on a un œil sur le calendrier de Malines, savoir un petit peu quels vont être les prochains adversaires justement de Mathis et de son équipe, pour savoir si concrètement c'est réalisable? On rappelle que Malines a 32 points après le nul face à Westerlo. 31 points, c'est évidemment la limite avec, je crois que le Standard et Malines et la Gantois sont au même nombre de points.
c'est peut-être là aussi que ça va se jouer, c'est à quel point on va pouvoir passer les étapes importantes dans les matchs importants, qui seront pas nécessairement les gros matchs pour Malines. Ce sera ceux où ils vont un peu se taper contre un espèce d'équivalent ou une équipe relativement dont le niveau est homogène. Ouais, ben quand tu vois, je connais pas leur calendrier, mais quand tu vois que cette année ils ont gagné les 2 matchs, je pense déjà contre Charleroi en championnat, alors que c'est plus ou moins le même niveau, ils sont 6 et 7e, ils ont battu Genk qui se bat pour les playoffs A aussi, donc je pense que pour le moment, face à des concurrents plus ou moins directs, ils font le job. Et je pense que si tu bats tes concurrents directs, ta place tu l'auras. C'est tout ça à faire. De toute façon, on a beau connaître le calendrier ou pas, tout le monde peut gagner tout le monde dans cette compétition. Donc t'as beau dire ils vont gagner, ils vont pas gagner. Regarde Charleroi, les 6 derniers matchs, j'aurais jamais cru qu'ils auraient pris autant de points que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc on peut pas le prédire en fait, c'est trop compliqué. Je l'adore ce mec, Ouais, parce non, qu'il mais me fait c'est une vrai. transition absolument fantastique. Prenez vos petits panneaux, on va passer au d'accord, pas d'accord. Évidemment, on va parler du Sporting Charleroi, un Sporting Charleroi qui rayonne en ce moment, un Sporting Charleroi qui enchaîne une 3e victoire consécutive en Coupe de Belgique, mais également en championnat. Ça va très très bien. Donc la question est très très simple. Alors là, j'ai jamais fait plus limpide. Le départ de Rick 2000 est une bénédiction pour la saison du Royal Club Sporting Charleroi. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord avec cette phrase, Xavier? D'accord. On est dans l'hésitation du côté de Thomas. On va quand même sur le d'accord. Du côté de Je Mathis, suis d'accord aussi. il est d'accord aussi. Thomas. D'accord parce que ça a redynamisé le groupe. Mais dans l'autre sens, si je pense à la Gantoise, l'arrivée de 2000, est-ce que c'était une bénédiction pour la Gantoise? Je dis oui aussi. Donc je suis pas forcément pour le fait que 2000 soit parti du côté de Charleroi, parce que c'est un bon entraîneur, il fait du bon boulot à la Gantoise, mais ça a quand même redynamisé ce groupe. On voit vraiment des joueurs s'exprimer différemment. Il y a vraiment un groupe, même si le match face à l'Antwerp n'était pas forcément le meilleur des 5-6 derniers matchs, mais même dans les mauvais matchs, ils sont présents et ils arrivent à prendre des points sans encaisser. Mais quand même un état de questionnement sur la manière dont, de manière extrêmement brutale, cette équipe s'est mise à gagner tout. Ouais, C'est quand même assez violent, quoi. De tout au tout, on avait une équipe qui était pâle, qui ne respirait plus le football, et puis du jour au lendemain, on a vu de la foudre sur le terrain. Ouais, je pense que c'est un discours qui est très bien passé du côté du groupe de Charleroi avec Hans Cornelis. Est-ce que c'est juste un effet de début, l'effet psychologique choc, etc. Je sais pas, on verra sur le long terme, mais pour l'instant, il prouve qu'il a vraiment quelque chose et qu'il sait guider un groupe. Il avait déjà fait, comme je l'ai dit dans l'émission précédente ou celle d'avant, que Hans Cornelis a fait des très belles choses dans les divisions inférieures en amateur, et maintenant il a sa chance en D1, dans le monde pro, et il a saisi bien. Est-ce qu'il y a le côté un peu nous contre eux que le groupe de Charleroi a pu saisir? Tu vois ce que je veux dire, Mathis? Ça peut arriver aussi dans n'importe quel vestiaire, en se disant mais le mec il nous laisse au milieu de la saison, tu vas voir, on va lui montrer à quel point on est fort. Ça peut jouer, je pense ça? que ouais, ça peut jouer. C'est sûr que tu as envie de montrer que voilà, t'as pas fait le bon choix, tu aurais dû rester avec nous. Je pense que ça peut motiver, mais la différence, je pense que c'est Cornelis a su vraiment mettre en confiance ses joueurs et a su vraiment donner cette envie de vainqueur, cette mentalité de vainqueur. Et je pense que ça se voit sur les 4-5 derniers matchs. Je pense notamment, j'ai été voir le match, j'étais au stade contre le Standard. Enfin, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Tu voyais que dans les duels, les deuxièmes ballons, c'était des lions. Et c'est ça qui fait la différence. Il y a aussi le repositionnement de Pflug dans une position de numéro 10, qui est quand même, toi qui es un numéro 10, change absolument la perspective du jeu, de ce que tu en as vu, c'est quand même impressionnant. Ouais, non, c'est un excellent joueur. Surtout, il arrive à mettre des très bons ballons dans le rectangle. Et avec un attaquant comme Schedler qui est très bon de la tête, je pense que c'est très important. Il faut arriver à bien l'utiliser. Et sur les derniers matchs, on va dire qu'il revit un petit peu. Il a mis, je pense, sur les 2 derniers matchs, il a marqué 2 buts. Et ça fait la différence par rapport au début de saison où il arrivait il avait du mal à planter les buts. Alors ces dernières semaines, il faut savoir, Mathis, que nous, ici dans cette émission, on a beaucoup parlé de l'impact positif et offensif, justement, des joueurs du Sporting. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'interroger aussi sur le travail de certains défenseurs centraux. Parce que moi, il y a un joueur qui m'a impressionné dans la rencontre, c'est Ouzou. Je sais pas, Ayam, je suis désolé si je dis mal son prénom, c'est pour ça que je regarde mes fiches. Ayam Ouzou, qui est un des meilleurs défenseurs centraux du championnat aujourd'hui. Carrément, mais c'était déjà un joueur que j'appréciais plutôt bien dans le championnat. C'est pas un défenseur où je disais franchement il est pas bon, il peut faire mieux. Non, je pense qu'il a eu un niveau
assez correct, mais là il se développe, il prend de la confiance. Si je me trompe pas, c'est même le capitaine de l'équipe. Ouais. Donc non, c'est un très bon défenseur. Aussi, il a l'expérience en tant qu'international. Donc il y a un truc, tu sens que ça va être un très bon leader. Et je trouve que Keita fait du très bon boulot aussi, parce que faut savoir, la défense et le gardien notamment aussi, c'est 3 clean sheets consécutifs contre l'Antwerp, Bruges et Anderlecht, si je me trompe pas. Donc Standard, ouais. Donc je sais pas si dans Anderlecht ils ont encaissé, je sais plus. Bref, ils sont sur 3, je me souviens plus des clubs exactement, mais 3 clean sheets consécutifs. Contre Bruges aussi, pardon. Contre Bruges en coupe aussi, clean sheet. Donc c'est très beau ce qu'ils font. Keita, c'était pas faute de vous l'avoir dit en début de saison, les amis. Keita, c'est vraiment un défenseur que moi j'apprécie beaucoup, dont les qualités individuelles doivent encore être polies, mais qui a quand même c'est un espèce de diamant brut. Tu vois, sur les accélérations, sur la manière dont il va relancer, etc. Tu vois que c'est quelqu'un qui a vraiment un potentiel de développement hyper important. Et effectivement, avec un joueur un petit peu plus rustre, un petit peu plus dur sur le ballon, qui fait plus office de stopper comme Ouzou, bah t'as quand même un très bon mix en fait, fondamentalement du côté de Charleroi. Oh non, c'est sûr, et même Ouzou, je pense que moi, pour avoir joué contre lui, c'est pas le défenseur le plus propre, c'est sûr qu'il fait encore des erreurs, mais dans les duels, il est très solide, son positionnement, il est excellent, il est quand même assez rapide aussi, donc ouais, non, c'est un excellent défenseur, et je pense que la doublette avec Keita, c'est vraiment le combo parfait, donc... Et je pense que la bonne dynamique de Charleroi tombe vraiment à pic pour Mehdi Bayat, parce que du coup, vu que tout fonctionne bien, il ne devra pas recruter de joueurs, et je pense que ça l'arrange. Ah ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est vrai, hein. Il n'y a aucune rumeur, tu sens qu'il n'y a pas de nécessité à le faire, parce que justement, au milieu de terrain, contre le Standard, ils ont dû utiliser 2 joueurs qui n'ont quasiment pas joué cette saison, et ça a très bien fonctionné. Donc pour lui, c'est bénef. Tu sais, je les imagine bien en réunion avec Thierry Vendrick. Surtout, on ne touche à rien. On ne touche à rien. Ça se passe bien comme ça. On continue comme ça. Et effectivement, cette équipe de Charleroi est vraiment, vraiment impressionnant. Est-ce que c'est pas, dans la dynamique actuelle, quand on parle de Malines, quand on parle de la Gantoise, no offense pour toi, évidemment, Mathis, du Standard et effectivement, je pense qu'à côté juste au-dessus, 5e position, c'est qui, Thomas? Antwerp. C'est la Gantoise. C'est Gand. Dans ce quatuor là que vous voyez derrière l'écran, c'est pas Charleroi le meilleur actuellement, Xavier? Alors, ouais. Et je pense que c'est surtout le discours de Cornelis qui passe mieux auprès des joueurs et celui de 2000 qui passait plus trop. On a vu Camara, je pense, dans une interview d'après-match, il dit maintenant on a plus de confiance, plus de liberté. Et je connais pas comment 2000 coach en tant que même. On peut demander à Mathis. Ouais. Moi, c'était pas la même chose. Tu vois, moi, c'était vraiment U23. C'est pas la même manière de coacher qu'avec, on va dire, des hommes. Donc, tu vois, mais peut-être qu'ils donnent trop de consignes et ils brillent trop les joueurs offensifs. Parce qu'à Charleroi, on sait que les joueurs offensifs, ils sont tous bons. Les Guillagon, Fluke, même Bernier. Et si tu les brilles trop, que tu leur demandes trop, et restent peut-être sur ton flanc, ne te permet pas des libertés. C'est peut-être pour ça qu'ils galèrent aussi Charleroi. Et peut-être que Cornelis, comme l'a dit Camara, on a plus de liberté. Ça leur permet plus de s'exprimer. C'est peut-être pour ça que Charleroi joue mieux aussi. Ça, c'est important aussi. Comment un coach donne plus de liberté ou permet à tel ou tel joueur de jouer. Parce que tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde si tu... j'exagère, mais je veux dire, si tu les laisses pas s'exprimer correctement sur le terrain, c'est là que ça va pas. Et pour moi, à Charleroi, tout tourne bien, quoi. Voilà, effectivement, avec un Guillagon qui lui est très heureux parce qu'il a prolongé son contrat, à mon avis. C'est aussi des dynamiques personnelles. Ouais, alors qu'avant, il était pas... Voilà, parce qu'il se posait aussi des questions liées notamment à sa prolongation de contrat, etc. Donc, il y avait peut-être effectivement aussi dans l'esprit d'un joueur, cette peur du départ ou du fait de rester. Ça joue aussi sur ses performances. Mathis, tu vois ce que je veux dire quand je parle de ça? Ouais, non, je vois très bien parce que j'étais un peu dans la même situation aussi cet été avec Beveren. Mais je pense qu'il faut vraiment réussir à mettre ça de côté et se concentrer vraiment à 2000% sur son club. Et je pense que, je sais pas, si tu as vraiment une envie de passer une étape ou de partir de ton club, en te concentrant sur tes matchs, c'est ça qui va te permettre aussi de pouvoir faire ce transfert parce que tu vas faire des bons matchs et c'est ça qui va attirer les clubs. Et je pense que pour Guillagon, ça a été le cas parce que lui, il était un peu... Il savait pas vraiment ce qui allait se passer, son avenir et tout ça. Et là, on voit que sur les derniers matchs, il explose parce qu'il est calme dans sa tête, il est posé, il est concentré sur le Sporting de Charleroi. Allez, on va passer au match de la semaine à présent. Standard Anderlecht. Ce sera dimanche sur les coups de 13h30. J'ai envie de dire malheur aux vaincus, les gars. Malheur aux vaincus parce que la situation au Standard, elle est évidemment en train de devenir vraiment volcanique. Et du côté du Sporting, elle est en train de devenir fataliste.
Tout juste a-t-il été sauvé, Bechnikazi, après la réunion de lundi. Du côté du Standard, évidemment, je pense que certains joueurs sont déjà en train d'essayer d'évacuer le traumatisme d'avoir des supporters qui rentrent dans un vestiaire. Imaginez un peu la dynamique, l'ambiance, tout ça dans la tête, et dimanche, on se retrouve et on va jouer un match de foot. C'est horrible. Franchement, c'est horrible parce que j'arrive même plus à me prononcer par rapport à ces clubs parce que ça change tellement de semaine en semaine. Et t'as de l'espoir, puis ça retombe, et t'as de nouveau de l'espoir, ça retombe. C'est vraiment un cercle très vicieux. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre pour cette rencontre. Je ne sais pas qui va gagner, je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère juste qu'on verra un peu de football. Xavier, est-ce que tu comprends l'action des supporters? Après, on viendra à toi, Mathis, parce que j'aimerais savoir aussi le côté joueur, qui est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on ressent cette violence de la part des supporters qui font irruption dans un vestiaire? C'est hyper intéressant. Mais Xavier, la situation là du Standard à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on fait pour progresser dans cet état-là? Il faut essayer de faire abstraction. Enfin, c'est très très compliqué, mais je pense en tant que joueur, il faut essayer de faire abstraction et de se concentrer sur son football et essayer de retrouver les principes et les bases du foot, parce qu'au final, quand tu vois le jeu du Standard, pour le moment, c'est cataclysmique. Donc je comprends que les supporters râlent. Ouais. Je cautionne pas ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était ça la question. Est-ce que tu comprends leur action? Non, je comprends qu'ils soient déçus, qu'ils râlent et tout. C'est logique, comme tout supporter, si ton club va pas bien, qu'ils fassent ça, non. Mais après, au Standard, c'est courant. On veut dire, une année sur deux, ça arrive, des cueillades assis. Moi, rentrer dans les vestiaires, c'est pas un truc que j'avais l'habitude de voir. Ils allaient casser le tourniquet à la T1, mais ils n'allaient pas rentrer dans les vestiaires. Il y a 2 ans, encore, quand Kanga était là, ils les ont empêchés de sortir de l'académie. Enfin, c'est le même cinéma pour moi. Toi, c'est kiff-kiff. Donc, au final. Ça n'a pas l'air de t'impressionner. Non, au final. Moi, personnellement, j'ai été interpellé par la situation. Moi, pas dans le sens où quand tu suis le Standard depuis de nombreuses années, tu sais que dès que ça va pas, les supporters, ils pètent à plomb et font n'importe quoi. Donc, je le cautionne pas, ça doit jamais arriver. Mais concernant les supporters du Standard, ça m'étonne pas que des actions ainsi arrivent, toi. Ouais, Thomas, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est comment ils sont rentrés, parce qu'ils sont les stewards. C'est ça qui m'interpelle le plus, parce que comment c'est possible que... La steward au Standard, après, mais... Peut-être bien, mais je crois pour moi qu'on puisse rentrer dans un vestiaire, pardon. Ouais. C'est quand même assez fou. Ça me choque. Mais en tout cas, je cautionne absolument pas, mais j'espère que ça servira quand même comme genre d'électrochoc pour les joueurs du Standard. C'est le seul truc qui peut se passer dans le côté positif. Ou alors, et là c'est là que je me retourne vers toi Mathis, ça peut vraiment te taper la tête et même te faire très très peur quand tu es sur le terrain. Ça peut avoir aussi un effet complètement négatif sur la performance. Parce que oui, certes, t'as des mecs trentenaires, les Teddy Thomas, les Marco, tout ça, il en faut plus, j'en suis sûr, mentalement, ils ont dû cuire, c'est bon, ça va passer. Mais les Rafiki Saïd, les Adnan Nanabit, les mecs comme ça, c'est eux qui doivent créer le jeu, mais s'ils commencent à avoir peur de jouer, c'est compliqué. Ouais, non, je pense que après, je sais pas comment ça s'est passé au stade, mais enfin, si un jour je termine un match et qu'il y a, je sais pas combien de supporters qui rentrent dans le vestiaire pour venir nous voir, je vais être un peu choqué, tu vois. C'est pas des trucs qu'on voit tous les jours, donc je sais pas comment va être leur réaction dimanche, mais. Toi, t'aurais réagi comment? Je pense pas que j'aurais peur de jouer, mais enfin, s'ils rentrent dans le vestiaire, ça va être quoi la prochaine étape, quoi, tu vois, c'est un peu compliqué. Après, ouais, comme l'a dit Xavier, il faut vraiment faire abstraction et essayer de penser qu'au match. Mais je pense que dans un coin de ta tête, tu vas dire, c'est quoi la prochaine étape, quoi. S'ils arrivent à rentrer dans notre vestiaire, alors que normalement, c'est quasi impossible de rentrer dans un vestiaire de joueurs en tant que supporter. Mais là, je me dis, ils vont faire quoi? Ils vont casser nos voitures, franchement, pour moi, c'est inimaginable. Mais ça veut dire que ce que tu as peur, c'est l'escalade. C'est ce que ça va donner derrière, c'est la pente glissante. Si on laisse faire ça, après, qu'est-ce qui va se passer derrière pour nous, quoi? Ouais, c'est ça, ça va être quoi la limite, quoi. Après, je comprends totalement que les supporters soient fâchés parce que voilà, le club est dans une période un peu compliquée, même si au classement, je pense que quand on le regarde, ils ont été déjà bien pires. Et c'est surtout par rapport au jeu, je pense qu'ils sont fâchés. Et après, je comprends totalement. Nous aussi, par exemple, ce week-end, on joue, on perd 1-0, on fait une passe en retrait, les supporters sifflent. C'est compréhensible, mais de là à rentrer dans un vestiaire, là, je pense que c'est pas normal. Tu n'auras jamais ça à Malines. Non, je pense pas, non. Non, nous, on perd et c'est toujours la fête après le match. Ça, c'est assez dingue. Je me suis retrouvé un jour à Malines. Il y a eu une défaite, mais lourde défaite. Enfin, lourde défaite. Le scénario, en fait, était violent parce que Malines menait, si tu veux, au score.
Ensuite, s'est fait rattraper par Genk. Et à la dernière, c'était Malin Genk. Et à la dernière seconde, il y a le 3-2 de Genk qui vient taper la tête de tout le monde. Tout le monde est déçu, tout le monde est triste parce que le scénario était vraiment injuste. Et derrière, j'entends la musique. La boîte de nuit 2 minutes plus tard et tout le monde fait la fête à Malines. Alors que la plupart des stades et la plupart des supporters, c'est tout le monde rentre, tout le monde est fâché, mais le match injuste, quoi. Tu te mets à la place des supporters de Malines, ils font tout dans le match, ils sont devant, face à Genk, ils sont plus forts et tout à domicile. Je te parle de ça, je crois que c'est 2023, hein. Et puis derrière, ils se font laver à la dernière seconde par un but vraiment au cul. Il y avait encore Mike Trésor dans cette équipe, qui était vraiment pas mérité du tout. Et ils en ont rien à cirer. Derrière, ça va fêter, quoi. Ouais, c'est ça qui fait la beauté du club aussi. Je pense que même nous, cette saison, il y a des matchs où on perd à domicile. Et moi, 20 minutes après, je remonte en haut voir mes parents et j'entends la musique en bas comme si c'était une boîte de nuit, tu vois. Donc, c'est ça qui fait la beauté du club et la beauté des supporters aussi, c'est que même dans les mauvaises périodes, tu sais qu'ils seront toujours là et ils vont toujours t'applaudir, te supporter. C'est ça qui est beau. C'est ça. Et on vous distribue toujours la pizza après le match ou pas? Ouais, toujours. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est le cheat meal obligatoire après le match. Incroyable. T'es plus pizza, toi, tant que cheat meal? Ouais, pizza, burger, ça dépend. Ouais. Bah, alors, chez eux, c'est comme ils ont un partenariat avec la ouais, pizza. Ouais, souvent, c'est plus souvent de la pizza. Souvent, c'est des pizzas. Ouais, c'est clair. Bon, allez, pour revenir sur ce match, parce que je voulais quand même apporter un petit peu des données chiffrées à cette rencontre entre Standard et Gand, qui a vu évidemment Gand gagner 4-0. Le Standard a marqué seulement 10 buts à Sclessin cette saison. 10 buts. Ouais. C'est dire à quel point c'est mauvais. Est-ce qu'on n'est pas peut-être sur la pire équipe offensive depuis longtemps du côté du Standard? Ouais, mais sur papier, je reste persuadé qu'il y a une certaine qualité dans ce groupe, mais ça sort pas. Désolé, moi, quand tu fais transférer un Nkada qui marque plein de buts en Ligue 2, un Thomas Henry avec son expérience en JPL, avec Rafiki Saïd qui a quand même déjà montré pas mal de choses, mais qui joue à la carte comme Quentin aime bien le dire. C'est difficile à dire que c'est la pire, même si dans les chiffres c'est pas bon. Je pense qu'il y a un potentiel quand même. Faut être patient, désolé d'utiliser ce mot-là, mais je pense que ça peut s'exprimer à un certain moment quand même. Tu parles de Thomas Henry, tu fais bien. Il mesure 1m92, 92 pour les Français qui nous écoutent. Il n'a pas encore marqué un seul but de la tête. Le Standard n'a pas encore marqué un seul but de la tête depuis le début de saison. Ouais. C'est une statistique qui fait peur. Pas de but de la tête pour le Standard depuis le début de saison. Leur attaquant, avec de l'expérience, arrivé de l'Hellas Vérone, devait être là pour mettre justement ces coups de tête. T'as des joueurs sur les côtés. Combien de fois on n'a pas dit? Rafiki Saïd, il est capable de mettre des bons ballons. Adnan Abid, il est capable de mettre des bons ballons. Il y a personne qui marque. Il est capable, mais Rafiki Saïd, il met combien de bons ballons? Moi, je joue souvent sa carte personnelle. Et les seules fois où tu commences à avoir des bons ballons, c'est ce week-end avec les corners de Teddy Thomas. Ouais, avant, t'en as pas eu depuis le début de la saison. Donc, comment tu veux marquer de la tête? Il y a eu beaucoup d'occasions de la tête. Hein. Ce week-end, il y aurait pu avoir le but, donc on aurait pu barrer cette phrase dans ta conduite. Mais aujourd'hui, Thomas Henry n'est pas un flop? Ben non, je parle pas de ça, je parle du fait qu'ils n'ont pas encore marqué de la tête. Oui. Ce week-end, il y avait vraiment... Mais qui est censé être à la réception de la tête, c'est Thomas Henry. Oui, c'est vrai. On attend quand même beaucoup plus de cet attaquant qui venait quand même pour être l'homme important de cet effectif. C'est pas un flop? Bah, pour l'instant, c'est un flop, mais je reste, comme je viens de le dire, persuadé que ça peut encore changer. Surtout avec l'arrivée de Thomas qui peut apporter beaucoup de bons ballons. On l'a déjà vu ce week-end, même si c'était vraiment pas du tout son meilleur match que j'ai vu de lui. J'étais un peu déçu, mais dans ses centres et dans les passes, il était très bon. Ouais, mais c'est compliqué. Enfin, il était tout seul. Ouais, je sais. C'est compliqué de faire le match quand t'es tout seul. C'est vrai, mais c'était pas son meilleur match quand même. Mathis. Moi après, je pense surtout à Tobias Moore. Je pense qu'il envoie souvent moi, quand je regarde les matchs du Standard, je trouve qu'il a un excellent pied gauche. Il arrive sur les phases arrêtées, il envoie quelques bons ballons. Et c'est assez bizarre qu'il n'y ait aucun but de la tête, parce que, même nous, quand on a joué contre eux, je trouvais que ses corners, ils étaient assez bien donnés, il envoie des bons centres. Et c'est assez bizarre qu'il s'est pas marqué de la tête, je trouve. Désolé que je rigole, hein, mais c'est parce que Quentin, il était ici la semaine passée à ta place et il disait l'opposé de ce que tu viens de dire. Genre, il s'est pas centré, il s'est pas donné de bons ballons, tu vois, c'est comme moi, quoi des fois. Des matchs que je vois, moi j'ai jamais été... j'ai toujours trouvé qu'il avait un bon pied gauche, il a une bonne patte gauche pour les centres, donc... mais surtout que toi, t'as joué concrètement contre lui, donc tu peux attester de ce que tu as vu sur le terrain. Bah, moi, de ce que j'ai vu, pour le moment, après, je regarde pas tous les matchs du Standard, mais que ce soit les phases arrêtées, les centres, je trouve qu'il a quand même de la qualité dans les pieds, donc je trouve ça assez bizarre qu'ils aient marqué 0 but de la tête. C'est une équipe qui t'impressionne, toi, le Standard, cette année ou pas? Non, c'est pas impressionnant à voir. Après,
c'est sûr que voilà, le Standard, ça restera quand même un grand club en Belgique, surtout grâce aux supporters, mais Et vous cette avez joué saison, combien de fois contre déjà 2 fois ou pas? Non, Deux fois, ouais. 2 fois. Et On à a- chaque fois, c'était pas non plus comme s'il y avait une supériorité incroyable Mhm. entre l'effectif de Malines et celui du Oh Standard. non. Dans le collectif, vous mettiez tout le temps, je dirais, vous meniez la Mhm. barre, quoi. Ouais, après, nous, les 2 matchs où on a joué contre eux, c'était assez serré. On a fait 1-1 chez eux, on perd 0-1 chez nous. Mais voilà, nous, c'est un peu le problème aussi, c'est que les 2 matchs où on doit faire un peu le jeu, surtout contre le Standard, bah, c'est là qu'on doit faire, c'est là qu'on doit passer des étapes parce qu'on n'y arrive pas. Et je pense à cause de ça que les résultats contre le Standard n'étaient pas vraiment très positifs, mais je pense pas que, le Standard cette saison soit impressionnant. Ouais, c'est pas une question de qualité, c'est ça que tu dis, Mhm. c'est plutôt une question de mentalité, Ouais, de c'est comment ça. tu gères les moments forts et les moments faibles de ton match. Ça Mhm. semble être le plus important. En face du Standard, qui est donc dans la situation qu'on a décrite, donc absolument horrible, t'as commencé par ça, Thomas, il y a un club dont on sait pas bien où il va, dont on sait qu'il pourrait aller quelque part, mais dont on ne comprend pas bien comment il va y aller. Avec beaucoup de joueurs de qualité, avec de l'expérience, avec des joueurs qui ont un vrai potentiel de développement. Je dis pas ça parce que ton père est supporter d'Anderlecht, Baptiste. Mais le Sporting d'Anderlecht à l'heure actuelle, vraiment, me fait poser énormément de questions. Est-ce que c'est vraiment tout sur la tête d'Azi? Est-ce qu'il est responsable de tout? Parce qu'au départ, c'était Luis Vasquez, il est parti. Donc maintenant, c'est plus lui. Et il a marqué ce week-end. Et il a marqué ce week-end avec Retafe, absolument. Ou hier, Un pardon. beau but en plus. Ouais. Voilà. Maintenant, on a fait effectivement l'énorme réunion qui a duré 6 heures pour dire que finalement, on gardait Azi. Apparemment, cette réunion a trait à la responsabilité des joueurs. Bon, là, on met le pied sur qui, en fait, dans cette équipe d'Anderlecht, Thomas? Bah moi j'ai toujours mis le pied sur Azi, hein, ça change pas. C'est juste qu'il a connu une bonne période, donc tout le monde avait un peu lui avait redonné un peu de crédit, mais là il retombe parce que je pense, si je me trompe pas, ils sont déjà à 10 points de Bruges, Saint-Tron et l'Union. Donc il y a déjà de retour un gap, même si bon après avec les playoffs ça divise par deux, mais on voit déjà que ils sont en train de reculer à nouveau, et tu le vois aussi face à Dender. Pour moi, Dender à la mi-temps devait mener 1-0, hein. Ça aurait été mérité, mais amplement même. Mais moi, je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est l'axe en fait de la défense, elle est pas bonne. Les erreurs que Kana a fait, je sais que tu l'aimes bien, que tu le défends assez souvent. Si je me Non, trompe mais pas. il avait fait Ouais. un bon match le Ouais. jour où je l'ai Ouais, dit c'est vrai, que c'est c'était vrai, le joueur c'était de pas vrai. la semaine. Mais après, Ouais. tu peux critiquer qui tu veux. Mais Ouais, Kana, pas de non, souci, hein. Kana, c'est pas un défenseur central. Donc, Ouais. a priori, oui, Azi, je reste persuadé que c'est pas l'entraîneur pour Anderlecht, mais du côté de la direction, qu'on ne recrute pas un défenseur central, je n'arrive pas à comprendre. Juste pour info, Kana vient de prolonger pour 5 ans. Hein. Je dis ça Ouais. comme ça. Super. Ouais. Il vient de prolonger jusqu'en juin Bah, 2030. en fait, ouais, là, c'est ce que je viens de dire, la direction a un vrai souci aussi, je pense. Ouais. Ah, donc, ouais, donc Ouais. ça veut dire que la responsabilité est partagée Ouais, à bien ce sûr. niveau-là. Ce qui est assez étonnant, et je sais pas si toi tu l'as ressenti sur le terrain, c'est que le Sporting d'Anderlecht est souvent sur courant alternatif. Mhm. C'est-à-dire, t'as vraiment un moment dans le match où tu sens qu'ils sont à fond de leur capacité, t'as des joueurs dont l'individualité va à chaque fois ressortir, ça va faire vraiment la différence, et tu te dis, putain, ça va de tous les côtés, c'est très très Ouais. compliqué à gérer. Et puis t'as un moment où ça se retombe complètement à plat, et tu sens que le rythme même baisse complètement dans le match. Ils arrivent pas à tenir la cadence. Est-ce que c'est peut-être un problème physique? Je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment un gros problème de régularité dans leur jeu, parce que moi, je me rappelle le match où on a été chez eux. Les 15-20 premières minutes, c'est le pire début de match que j'ai vécu. On n'a pas touché un ballon. Je pense que si c'est 2-3-0 après 15 minutes, il y a rien à dire. Et puis, d'un coup, tu sais pas comment, on revient dans le match. Eux, ils en touchent plus une. On fait 1-1. Et après, par contre, en deuxième mi-temps, ils reviennent avec un gros quart d'heure. Et les dernières 20 minutes, on domine et on peut presque revenir à égalité. Donc, je pense que c'est ça qui est le gros problème d'Anderlecht, c'est la régularité dans leur jeu. Parce qu'une fois qu'ils poussent, tu vois qu'ils ont les qualités pour jouer le haut tableau. Et ils ont vraiment des joueurs de qualité. Donc, je pense que c'est ça le gros problème d'Anderlecht. Et peut-être que s'ils se sécurisaient dans ces moments importants, ces moments forts, avec notamment des buts dans les moments où ils ont des occasions concrètement pour les concrétiser, bah alors le sort des matchs n'est plus différent et tu gères aussi différemment. Mhm. C'est peut-être ça aussi la clé. Ouais, c'est ça le plus important dans le foot, c'est marquer dans ces moments forts et après savoir souffrir quand tu dois le faire. Donc je pense que ils doivent vraiment améliorer ça, marquer les buts quand ils ont leur temps fort, et c'est comme ça qu'ils vont réussir à regagner les matchs. Thomas, moi je suis en train de me poser la question sur ce que va advenir ce match entre Standard et Anderlecht. Parce que très possiblement,
que ça marche d'un côté ou que ça marche pas de l'autre, ça va péter. Et j'ai même l'impression que cette fois-ci, les supporters sont contents entre eux en disant quoi qu'il arrive, nous, on va vraiment foutre la merde, quoi, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être très très chaud, très très chaud. Bah, pour que ça se passe bien, faut que ça se termine sur un match nul. Ouais, c'est ça. Un 0-0, bien voilà, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit ici, c'est vraiment un gros point d'interrogation, cette rencontre. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, à quoi m'attendre. Ça va être... Mais je serai devant ma télé, ça c'est sûr. Ouais, tu seras devant ta télé. Et toi, tu seras au stade, peut-être, Xavier? Non, pas, mais moi, je trouve que, par contre, je trouve qu'Anderlecht, quand ils veulent jouer, ils arrivent à bien jouer. C'est avec le Standard, ils sont mauvais 90 minutes et depuis plusieurs matchs. Parce qu'Anderlecht, d'habitude, ils commencent bien, et puis ils finissent mal et ils reculent beaucoup, comme l'a dit Mathis. Cette semaine, c'était l'inverse. Première mi-temps inexistant, deuxième mi-temps, t'as pas vu d'Ender. Et je pense, en deuxième mi-temps, t'as l'impression que le ballon, il voulait pas rentrer pour Anderlecht. Quand tu vois encore l'occasion, un peu vers la fin, là, où ils se font la passe, la place, aller sauver 2-3 fois sur la ligne. Si Anderlecht, il marque là, je pense que cette discussion-là, on l'a même pas aujourd'hui, tu vois. Donc, au final, Asie, pas Asie, de manière générale, c'est juste des fois des petits détails qui font la différence. Ils prennent les 3 points ce week-end. Ici, je pense qu'aujourd'hui, on parle même pas qu'Anderlecht est mauvais, ils sont en galère ou autre, c'est la crise, hein. Mais le jeu proposé n'est pas nécessairement à l'image de ce que Anderlecht doit représenter. Ça dépend de manière générale. Comme l'a dit Mathis, ça dépend par moment. Ils arrivent à être des fois bons pendant, genre, on va dire, un demi-match ou 60 minutes où, genre, ils asphyxient l'adversaire, ils se créent plein d'occasions, ça joue bien. Et puis après, ils ont des petits trous d'air. C'est ça qui est malheureux, s'ils arrivent à être comme ça pendant 90 minutes, ils sont bons et ils jouent le top 3, je pense. C'est juste qu'il y a des moments où ils sont un peu distraits et défensivement, ils se font peur parce qu'ils n'ont pas de défense centrale. Ça, c'est encore un autre débat. Mais... Et donc, Bechnikazi, il a survécu à une réunion de 6 heures, mais s'il perd contre le Standard, il est viré? Oui, ça je pense. Bah, j'espère en tout cas. Parce qu'à un moment donné, mais tu penses que c'est vraiment de sa faute? Épuisé. Bah oui, moi je l'ai dit dès le départ quand il est arrivé à Anderlecht, je trouvais que c'était un mauvais choix. Mais le choix vient bien évidemment de la direction. Le fait d'avoir choisi Aziz, c'est une erreur de la direction. Le fait de recruter aucun défenseur central, c'est une erreur de la direction. Donc globalement, la faute est vraiment dans la direction. Mais Aziz, pour moi, il a pas les épaules pour être entraîneur de. Enfin, il ne les a plus parce qu'il l'a eu par le passé. Il a fait des très bons résultats, mais il est plus au niveau. De toute façon, Aziz, et même quand Aziz était à Malines, je trouvais que Malines ne jouait pas forcément très bien et depuis qu'il est parti, ça joue mieux. Donc, et j'espère que ce sera le cas pour Anderlecht aussi. Après, la colère des supporters du Sporting, pour moi, elle s'explique par une simple chose. Les supporters du Sporting ont accepté d'un petit peu marcher sur leur philosophie de jeu, qui est une philosophie de jeu offensive, quand même chatoyante, etc., en acceptant, en se disant que si on est entraîné par Aziz, bah, les résultats vont aller, donc nous on accepte si on a les résultats. Sauf que là, ils ont plus le jeu et ils ont plus les résultats non plus. Donc à un moment donné, il faut cesser, quoi. Faut que ça s'arrête. C'est ça que je veux dire. C'est terminé pour Bechnikazi. À un moment donné, tu peux pas tout régenter sur le statut, qui tu as été, qui tu es, ton passé, le fait que tu as gagné, je crois en 2017, un titre avec avec le Sporting d'Anderlecht. C'est compliqué fondamentalement. Tu peux pas légitimer tout sur le passé en fait. Mais moi je comprends pas le principe des clubs d'aller rechercher des anciens entraîneurs qui ont fait des bons résultats par le passé. C'est le même cas avec Bruges du côté de Bruges avec l'Eco. Je suis pas du tout fan de ce choix non plus. Je comprends pas. Et de toute façon ça se voit dans les résultats, même si bon, ce week-end ils ont gagné face à Zulte, mais c'était très limite. Mais j'aime pas ce genre de principe. Pourquoi aller chercher un ancien d'il y a quelques années pour essayer de reproduire la même chose? Reproduire la même chose, ça n'existe pas, ça n'arrivera pas de toute manière. Ok, et donc du coup, pour redynamiser Anderlecht, il faut un nouvel entraîneur, ça j'ai compris ton propos. Et un nouveau défenseur central. Et un nouveau défenseur central, mais ça, la direction d'Anderlecht, ça on peut me confirmer, tu es en train de le chercher. Mais quel entraîneur? Ouais, mais qui vient comme ça, dans la panade, au milieu de la saison, en disant, tiens, on va venir sauver l'équipe, ça va être sympa, et avec une nouvelle philosophie, avec quelque chose de préparé, etc. Tu vas avoir du réchauffé. Le premier entraîneur qui me vient à l'esprit, c'est Will Steele. Même s'il a déjà eu pas mal de crédits. Et qu'il a déclaré il y a quelques heures qu'il voulait retourner en France. Ouais, j'ai entendu qu'il voulait retourner en France, je l'ai lu, en plus j'ai lu ce matin. Mais ce serait le type d'entraîneur, je parle pas forcément lui en particulier, mais le type d'entraîneur, un jeune entraîneur avec des idées différentes de ce qu'on a vécu par le passé. Un entraîneur qui sait s'adapter au football actuel, comme par exemple Van der Beest fait du côté de Mali, même s'il est plus trop jeune, mais c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur. Ou Cornelis, quoi, tu vois. C'est intéressant qu'on parle de Fred Van der Beest avec toi, Mathis, parce que effectivement, c'est un entraîneur qui, au fil du temps, moi je l'ai connu entraîneur à Ostende, t'imagines le truc, a réussi à chaque fois à faire renouveler sa formule.
peut-être que même toi, tu l'as expérimenté à l'entraînement. Le mec qui était au début de la saison ne te dit peut-être plus la même chose que ce qu'il t'a dit en fin de saison. On a l'impression que c'est un mec qui travaille beaucoup sur lui-même pour essayer de s'améliorer pendant qu'il entraîne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, après lui, c'est sûr que aussi, il a l'expérience en tant que joueur. Je pense que ça fait quand même une différence aussi parce que il sait comment nous, en tant que joueurs, on peut réagir à certaines situations. Et puis, lui, c'est vraiment, c'est un passionné, tu vois. Il aime le foot, il vit pour le foot. Et je pense que c'est ça aussi qui fait sa force. Et aussi sa relation avec les joueurs. Enfin, moi, quand je parle avec lui, c'est comme si je parlais à un pote. Je peux parler de tout. Tu peux blaguer de tout avec lui. Et vraiment, c'est le coach le plus ouvert que j'ai eu depuis que je joue au foot. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que l'entente avec les joueurs est super bonne. Et ça se voit aussi sur le terrain parce que on va se battre les uns pour les autres et pour lui aussi. Mais il y a quand même une forme de rigueur, de la discipline. Ouais, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on le voit aussi sur le côté. Si vous regardez nos matchs, il y a 2-3 moments pendant le match où il va péter un plomb, il va nous crier dessus. Mais ça, c'est parce que il aime le foot, il est passionné, il veut le meilleur pour nous. Donc c'est pour ça qu'il est un peu parfois où il va nous crier dessus. Thomas, si le Sporting d'Anderlecht perd, les supporters d'Anderlecht vont arrêter le match? J'espère qu'ils vont pas aller dans le vestiaire. Ça va être plus compliqué. Non, ça, ils n'auront pas accès. Avec la T4 derrière, ils n'auront pas. Moi, je connais un peu le stade du Standard. Je t'assure qu'ils n'iront pas chercher les joueurs dans le vestiaire. Ça, c'est certain. Je vais pas dire qu'ils vont arrêter le match, mais j'espère qu'ils vont pas le faire. Enfin, ça mènera à rien. Il y a quelques années, ils l'ont fait. Ouais, je sais, Après 20 mais minutes, j'espère qu'ils vont pas le faire. Ça mènera à rien de toute manière. Ça sert à quoi? Parce qu'ils l'ont déjà fait il y a quelques années et au final, regarde où ils en sont aujourd'hui. Donc ça servait à rien. C'est clair. Et puis si ça se trouve, c'est les supporters du Standard qui vont les précéder. Si t'as un petit 1-0 à partir de la 20e minute, etc. Mais tu vois, ce match-là, ça va être c'est dingue parce qu'on devrait parler de football. On parle pas de football, c'est on ça, devrait parler de ballon. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une telle crispation dans ces deux fanions du football belge qui brassent de la passion, qui brassent de l'histoire, qui sont extraordinaires et qui nous passionnent fondamentalement parce que ce sont des clubs passionnants à analyser chaque semaine. Mais ces deux clubs, je suis désolé, sont, à l'heure actuelle, dans une mauvaise passe, quoi. Et ils sont chiants, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça m'ennuie de voir le dire parce que j'adore ces deux clubs et j'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'on puisse aborder un schéma tactique, un débat. C'est vrai. Mais moi, je vois plus de foot, en fait. On voit plus de foot et l'actu n'est plus liée au football. Non, mais clairement, de toute façon, j'ai l'impression, je me répète à chaque fois que je parle de ces clubs-là parce qu'il n'y a pas de progression dans le jeu. Il y a des phases, par exemple, comme Anderlecht, il y a eu 5 matchs où ils ont gagné, donc là, on a pu être un peu plus positif. Mais sinon, c'est compliqué. Il y a un malaise dans ces deux clubs et ils ont beaucoup de mal à rectifier le tir à ce niveau-là, malheureusement. Allez, un petit pronostic pour terminer. Standard Anderlecht. Xavier. Moi, je vois bien un petit 1-0. 1-0 pour le Standard, oui, qui gagnerait, donc qui récupérerait 3 points. Moi, c'est pas un pronostic objectif, on va dire, c'est ce que j'aimerais voir, c'est un 0-0, comme ça, problème. 0-0, pas de problème, tout le monde rentre, tout le monde est fatigué, mais au moins, il y aura pas eu de football, mais au moins, il y aura pas eu de bagarre, c'est ça. Mathis? Moi, je pense que ce sera 1-2. Ah, tu vois Anderlecht gagner? Je pense que je vois Anderlecht gagner. Ouais, il dit ça pour son père. Il dit ça pour lui faire plaisir, évidemment. Non, c'est cool. Moi, je pense comme Mathis. Je pense que le Sporting d'Anderlecht va l'emporter. L'instant diable, à présent, avec une question auquel notre ami Thomas va répondre. On va arriver au happening dans quelques instants. À la fin. Mais j'ai envie de t'entendre sur Julien Duranville. Pourquoi? Parce que Julien Duranville est un grand espoir du football belge qui suscite un engouement incroyable sur les réseaux sociaux. Il n'a pas vraiment réussi depuis son transfert du côté du Borussia Dortmund quand il a quitté le Sporting d'Anderlecht. Mais dès son premier match, il a été décisif avec le FC Bâle. Alors la question, elle est pour toi Thomas, elle est très simple. A-t-il encore un avenir chez les Diables Rouges? Un avenir, c'est sûr, il est encore tout jeune, mais est-ce qu'on connaît vraiment Julien Duranville? La réponse plutôt, elle est non pour moi. Parce que il n'a pas encore vraiment confirmé. Là, son prêt du côté de Bâle, c'est intéressant. Il a donné un assist pour le but de Shaqiri. Je dirais qu'il sera intéressant à long terme, mais à court terme, pas du tout. Je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour lui. Ok, c'est beaucoup trop tôt. Xavier, est-ce que tu es d'accord avec le propos de Thomas? Oui, clairement, parce que j'ai même regardé en préparant un peu l'émission, on en parle depuis tellement d'années. Au final, il a que 19 ans, donc il est encore très très jeune. Il est peut-être parti un peu tôt d'Anderlecht parce qu'il jouait toujours pas à Anderlecht, ou très très peu, quelques apparitions. Donc, je pense avant de partir dans un club comme Dortmund, qui est quand même un grand club, un des top clubs en Bundesliga, il faut d'abord s'imposer dans un club en Belgique, ce serait déjà bien. Et puis faire étape par étape. Je pense que l'étape était trop haute pour lui.
Et ici, après, du côté de Bâle, où c'est au niveau plus ou moins similaire que la Belgique, le Bâle, je pense, ça peut être bien pour lui, pour gagner du temps de jeu et s'imposer. Et voir de quoi il est capable. Le FC Bâle, c'est un grand club de Suisse. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est comme si tu joues dans un top club en Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Le championnat suisse et le championnat belge, pour moi, c'est comme si tu jouais au club de Bruges. Quoi. Voilà, toi. Ouais, mais moi, j'étais assez surpris du choix quand même. Je m'étais dit pourquoi pas revenir en Belgique et essayer de confirmer dans un club belge avant de partir dans... Je sais pas, moi j'étais étonné qu'aucun club belge ne s'est positionné pour lui. Il a été proposé. Il a été proposé au Sporting d'Anderlecht. Le Sporting d'Anderlecht n'a pas considéré que c'était une priorité parce que était centré plutôt sur la quête d'un numéro 9 et d'un défenseur central. Et puis surtout, il y a des petits soucis, je dirais, personnels aussi liés au fait que... Comment tu gères Julien Duranville? Ils sont au courant de la situation, de la gestion de l'entourage, la maman, c'est pas toujours évident avec Julien Duranville de gérer ce dossier. Comment est-ce qu'on gère Julien Duranville? Tu vois, c'est déjà c'est ça qui est compliqué quand t'as les futurs stars, pro-stars, joueurs mis comme stars, c'est qu'ils sont tout de suite couvés par un entourage, des grosses agences, ils ont un grand engouement, mais fondamentalement, ils n'ont rien prouvé. Et ça peut casser une carrière au final. Hein. On l'a déjà vu, il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Donc j'espère pour lui, son prêt du côté de Bâle, c'est une bonne chose pour lui, à lui de confirmer maintenant. Et Anderlecht avait peur de se retrouver donc avec ce problème Julien Duranville parce que Nilsson Angulo est toujours titulaire. Oui, c'est ça. L'idée d'Anderlecht qui a refusé, je peux pas dire quel club, mais 15 millions d'euros cet hiver pour Nilsson Angulo et qui en demande 25, c'est évidemment d'aller saisir l'opportunité d'une belle Coupe du Monde 2026 avec l'Équateur pour Angulo, pour ensuite vendre évidemment pour donc 25 millions d'euros son ailier. Donc c'était pas sympa de venir casser dans les pattes et de te mettre un Duranville dedans. Donc voilà pourquoi aussi dans la direction du Sporting on n'a pas voulu tout simplement aller chercher Julien Duranville qui est logique. Comme quoi ta trajectoire à toi Mathis elle est bien. C'est plus cohérent, tu vois. On se dit tout à l'heure, oui, pourquoi t'as pas passé l'étape, etc. Regarde, peut-être pour pas se retrouver dans ce type de situation-là où t'es déjà à la relance à 19 ans. Ouais, après, voilà, c'est comme ça, c'est chacun, on va dire, chacun sa route, c'est un peu le destin. Après, moi, Julien, je l'ai côtoyé sur le dernier rassemblement en espoir et des qualités, il en a. Il est super rapide, il est explosif. Enfin, quand t'arrives en 1 contre 1, moi, je suis pas défenseur, mais c'est difficile de lui prendre le ballon. Et je pense que, après, voilà, je connais pas vraiment son entourage et sa vie privée, mais les qualités footballistiques, il les a. Donc, je pense que s'il arrive à vraiment se focus à 100% dessus, il aura encore une belle carrière devant lui, je pense, parce que le talent, il l'a, ça c'est sûr, à 100%. Tu le vois chez les Diables Rouges un jour? Moi, je pense qu'il y a de la chance, surtout maintenant. Je pense que le niveau de l'équipe nationale a quand même fort baissé par rapport à il y a quelques années. Je pense que ouais, il a les qualités pour, ça c'est sûr. Ok, c'est intéressant d'avoir ton avis aussi sur un joueur que tu connais donc avec les moins de 21 de la Belgique et qui porte beaucoup d'espoir aussi. Hein. Parce que forcément, on a vu des matchs de lui. Tu vois, ses entrées en jeu, je pense qu'il était rentré à un moment donné contre le Bayern Munich il y a de cela un an et demi, il avait choqué tout le monde en disant mais attends, mais c'est qui ce petit qui fait des trucs de fou avec le Borussia Dortmund? Et enfin, à chaque fois, il était rattrapé physiquement par ses problèmes. C'est ça aussi. Hein. J'espère qu'on n'aura pas le même problème que celui qu'on a à l'heure actuelle avec Roméo Lavia s'il intègre les Diables Rouges. C'est peut-être aussi le problème physique qui pose souci. Mais pour le moment, croisons les doigts, il a été décisif, c'est évidemment très bien. L'happening, Thomas. En effet, donc c'est en lien avec notre invité exceptionnel du jour, Mathis Servet. Donc comme vous le savez, il a joué au Club Next. J'ai déjà mis en valeur plusieurs fois le travail du Club des Bruges au niveau de leur académie et j'en profite aujourd'hui de le refaire mais d'une façon plus dynamique parce que Mathis Servet est là aujourd'hui. Donc je vais citer des clubs et vous devez trouver le joueur qui a joué avec Mathis à l'époque du Club Next. Ouh, ça c'est chaud. Tu pourras jouer seulement s'il trouve pas la réponse. Ah, donc on va avoir un temps de latence, au moins un petit peu de chance. Ok, c'est cool. C'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, Brighton. Brighton, Maxime de Kuiper. Voilà. Dender. Dender. C'est pas évident ça. J'allais dire l'entraîneur actuel de Dender, mais il a pas connu. C'est pas le gardien? Non, pas de gardien. Et au Club Next, hein? Ouais. Ah, je ne l'ai pas. Non. Mathis? Mbamba. En effet. Ah oui, ok. C'est vrai qu'il est là mais maintenant. Noah Mbamba, c'est vrai. Il est à Il était Dender. titulaire ce week-end en plus, ouais. Lui, c'était un vrai espoir Ouais, pour du c'est Bayer Leverkusen. Westerlo. Arthur Piefort? Non. Ouh là là, les gars, vous êtes pas bons là. Westerlo, Vormant? 3.
Non, bah non, Ah, Vermaat, il joue à ouais. Bruges maintenant. Don Caibus. En Dan effet, Caibus. tout à fait. Ah oui, super. Bon, à Bruges, j'en ai 2. Ok. Donc, Il rigole, il est en train de se foutre de nous. Ah hein, bon d'accord. Ah, Bruges. Clairement. Bah, Bruges, Bruges. Bruges, j'en ai 2. J'ai 2. Donc, Bah, il y en a plus que 2, mais vous pouvez en Saïs, citer Sab et Spillers, je suppose. 2. Ouais, plus ou moins, ouais. Il y a Sab, il y a Vermaat, je pense que Saïs, tu l'as pas côtoyé à l'époque. ouais, Si, il était dedans, ouais. J'ai fait quelques matchs. Donc, ouais, il y en a plusieurs, mais il y a Sab, et Vermaat, et Saïs et Spillers, en effet. Manchester United? Manchester United. Ah, Il y a non. un joueur de. Ah oui, c'est Lamens. Nolamens. Ouais, ouais. bien sûr, ouais, évidemment. Le En Standard. fait, il est tellement discret Ouais. qu'on n'en parle Ouais. tellement pas qu'on l'oublie. Ouais. Mais il est passé par le club de Bruges, effectivement. Ouais. Le Standard. On te quitte. Oui. Ouais. Ça, on se réveille. tout le monde, on va- Le Celtic. Aaron Engels. Il va être plus que moi. Sunderland. Ah, bah, Talbi. chez Talbi. Ouais, Talbi, en effet. C'est sûr. Malin, et c'est pas Servet, en effet, c'est un autre joueur. Mais il y a un autre joueur de Malin avec qui il joue aujourd'hui. Ouais. Avec qui il a joué du côté du club Next. Ouais. Il me regarde, C'est peut-être il se dit, le plus est-ce qu'il dur, va c'est le plus trouver dur. Est-ce qu'il va Je trouver pense pas que tu vas trouver. Il est rentré le week-end passé. C'est un gardien Non, bah non, s'il est rentré. Non, mais il Ah peut ouais, rentrer ouais. en jeu en tant que gardien, hein, c'est possible. Hein. Ouais. C'est tout à fait possible. Non, franchement, je l'ai Vous l'avez pas. pas Je viens de Malangosha. C'est Keano. Voilà, Van Raffelgem. Ah non, ça je l'aurais Plutôt pas eu. Patro Esden. Oui, mais c'est un super joueur, Ouais, par il a fait une Ouais. super saison avec le Patro. Il est resté 6 mois, je crois qu'il avait déjà 8 buts et quelques passes D. Et après, bah, il est parti à Malines. Il est parti à Malines, d'accord, mais Ouais. je ne savais pas qu'il était passé par le club Next, en Si, fait. ouais, ouais. Si, si, Il a si. été formé là-bas. Ouais. D'accord, ok. Et un petit dernier, là, c'est un entraîneur actuel dans notre club. C'était son entraîneur quand il a démarré. Eh ben, l'entraîneur de Dender, dont le Non, c'est nom pas lui, est non. improbable. Mickey Hayen, Non, Rick Zamil. en effet. Ah, voilà. En fait, le problème, c'est que tu regardes la JPL, t'as que des entraîneurs qui sont passés par le club Next, donc forcément, après, tu fais le choix, quoi. Voilà. Non, franchement, top. Merci beaucoup pour Avec ce plaisir. happening. On va enchaîner avec le Football Time Award, nos joueurs de la semaine, et je vais donner d'abord le joueur de la semaine d'un certain Quentin, qui n'est pas là, qui a assez logiquement donné son joueur de la semaine à Wilfried Kanga, auteur d'un triplé du côté du Standard, pour son retour du côté de Sclessin. J'ai envie de dire choix facile. Triomphant. Oh, ouais. Ouais. Quelle finition. Je savais pas qu'il était Et un vrai capable de faire triplé, ça. hein. Pied gauche, pied Ouais, droit et de la ouais. tête. Ah, Ouais. c'est un Ça, vrai c'est, triplé. Ouais, Ouais. le triplé parfait. Ouais. Dans ces moments-là, on récupère le ballon, on fait quoi? On le met dans la chambre, on le fait signer d'abord, après on le met dans l'armoire à trophées. Enfin, moi j'en ai pas encore mis, mais T'as mis un doublé. C'est pas un doublé que t'as mis cette saison? non, Ou j'ai c'est mis double 2 assist, passes je D, pense. ouais, Ouais, 2 c'est passes double D. assist. Ouais. Ouais. Ça, là, tu n'as pas le droit de récupérer le Non, ballon. là, tu peux pas. Voilà. Ok. Moi, je vais le donner à Fall, le joueur prêté par le FC Metz du côté de la RAL à la Louvière. Pape Moussa Fall. Voilà, comme ça, j'aurais dit son prénom correctement. 8 buts sur ses 8 derniers matchs. C'est impressionnant. Ouais. Joueur capable de faire des choses aussi assez dingues. Une équipe de la RAL qui vraiment se propose à un niveau beaucoup plus important que ce qu'on attendait au début de Plus saison. offensif. Offensivement, qui est intelligent aussi dans son recrutement. Ils viennent d'aller chercher un Nashon Nsinghi qui est à... Ouais. oui, mais il est à la relance, mais Ouais. c'est le type de joueur qui réussit à la RAL, hein, assez À voir. souvent. Est-ce que tu aurais donné aujourd'hui, par exemple, à des joueurs pareils, notamment Fall, 8 buts comme ça au milieu de la saison? Pas moins, tu Bah, vois, donc, honnêtement, ils j'avais sont entendu- capables. J'avais entendu beaucoup de bonnes choses par rapport à Fall la saison dernière. Il était du côté de Ah, Serein, ça je pense. va, Ouais. Mhm. J'avais entendu de très bonnes choses, donc je suis pas forcément étonné. Ok. Bah, en tout cas, c'est une très très belle saison, donc Pape Fall, c'est mon joueur de la semaine, on peut l'ajouter. Thomas, Pascotzi, le défenseur de la Gantoise. Donc, attends, faut que tu me répètes. Pas- Quoi? Si je le prononce bien, Pascotzi ou Ah, pas l'Estonien. L'estonien. Ok, auteur du but rageur, là, Ouais, le 4-0, voilà, en ok, effet. d'accord. Ouais, non, j'ai choisi pour lui parce que je trouve que depuis que 2000 est là, il s'exprime vraiment bien en tant que défenseur et il est très efficace devant le but aussi, on l'a vu. D'accord. Parce qu'il il a été décisif les 4 derniers matchs, donc ça joue aussi pour les résultats de la Gantoise. Et je trouve que c'était le moment de le mettre en valeur. Défenseur central. Ouais. Ok, En d'accord. Intéressant à suivre éventuellement. Qui va Jeune prendre ses aussi. premiers points. Alors, tout le monde prend ses premiers points. C'est des nouveaux Ouais. joueurs. Mathis, si tu devais t'as regardé un petit peu les résumés, les Mhm. matchs et tout, Ouais, ouais. donner un petit joueur de la semaine. Moi, ce serait Stankovic, Ouais, Stankovic. qui a mis un doublé. Je pense que c'est un pion très important, je pense, dans l'équipe de Bruges. Il est toujours assez propre, il se projette souvent vers l'avant et je trouve que c'est un excellent joueur. Mhm. Xavier, toi, tu as choisi un Moi, joueur je- particulier. Voilà, je pense qu'il y a Faut que tu me personne qui y dises ait le nom. pensé. Viltard, Viltard, le milieu de Dender. Malcolm Viltard. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que si Dender prend un point cette semaine sur Anderlecht, c'est en grande partie face à lui parce que il paye pas de mine hein, au milieu de terrain. Il est pas très grand, pas très costaud, ni rien. Il récupérait tout. Vraiment, il était partout au milieu de terrain. Il a fait une excellente première mi-temps comme tout Dender. Il a fait je sais plus combien. Enfin, il a gagné 100% de ses duels aériens par exemple, alors que
il est pas très grand, comme je dis, pas très costaud ni rien. Et franchement, ce week-end, il était partout, donc je pense qu'il mérite d'être mis en avant. Ouais, Mais ce week-end, il y avait beaucoup de joueurs qu'on aurait pu mettre en avant. Ouais, quand même. mais je trouve que c'est un très bon choix de ta part parce que avant la trêve, joueur middle, mais depuis la trêve, franchement, même en coupe, c'était contre qui que Dender a joué en coupe je me Contre souviens. ils ont joué contre l'Union. Contre l'Union, franchement, ouais, ce match-là, il était aussi très très bon. Donc depuis la trêve, il a rehaussé son niveau. Voilà, encore une trouvaille de la part de Julien Gorius, qui a à chaque fois le petit œil pour mettre très très bien effectivement des joueurs en avant du côté de Dender. Le classement général donc du Football Time Award. Bah en fait, chaque semaine, on prend des nouveaux joueurs, donc en fait, il y a personne qui se démarque. Malheureusement, on reste sur le même Le top. maximum, c'est Ouais. quoi? C'est 3 points, c'est 2 points, 4 points, ouais, 4 ouais, points. ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc effectivement, ce sera encore à vous de voter. On vous donne rendez-vous sur X et sur Instagram également avec les choix qui seront donnés par notre Thomas sur les réseaux dans les prochaines heures. Bien sûr, à vous de choisir donc entre Viltard, entre Wilfried Kanga, entre Je te laisse le dire. Pascozzi. Ouais, C'est bien dit ou pas? C'est pas mal. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon. Et Papfal, évidemment, auteur encore d'un but contre Saint-Tron, très 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 bon joueur. Si c'était toi, tu me rappelles ton joueur de la semaine? Stankovic. Stankovic. Est-ce que Stankovic est votre joueur de la semaine? Dites-le nous dans les commentaires. On en profite aussi pour vous dire que, eh oui, le maillot d'Ardon Chachari n'a toujours pas été gagné. Eh oui. Quelqu'un a trouvé un but partout, mais toujours pas à la minute du premier but. Donc on va évidemment vous le remettre à gagner dans les prochaines semaines, c'est une évidence. On travaillera là-dessus, on va revenir évidemment un peu plus tard sur le sujet, mais le cadeau est encore en jeu les amis, le cadeau est encore en jeu. Il me reste à te remercier Mathis. Avec plaisir, non, franchement, c'était super cool et on remet ça quand vous voulez. Ah, ça fait plaisir. T'es bien amusé? Ouais, non, franchement, c'était cool. C'était la première fois, mais j'ai bien kiffé. Ah bah, T'as géré. On va te remettre dans le round-up. T'es toujours le bienvenu ici, t'es à la maison. Thomas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Xavier, à la semaine prochaine. Bisous au bébé. J'ai dit que je ne le dirai plus, mais cette fois-ci, je le dis. C'est sorti comme ça trop vite. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas le petit like et évidemment, abonnez-vous à la chaîne d'Unibet Expert. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de débats, encore plus de football et un débrief. Un débrief sur Standard Merit. Ciao, ciao.